entreprises savent bien que c'est un système qui est très efficace. Parce que ce système garantit une formation théorique. Parce que on appelle le système, en Allemagne, on appelle ça le système dual. Ça consiste en deux facteurs, si vous voulez. L'un, c'est l'éducation en classe. Mais de l'autre côté, vous avez la formation dans la vie réelle des entreprises. C'est-à-dire, les apprentis, dès le début, ils sont en contact avec les clients, avec les fournisseurs, avec les collègues. Donc, ils sont dans une situation réelle de la vie professionnelle. Et je crois que c'est ça qui fait ce système tellement efficace qu'après, ils ont réussi leur formation. Ils ont vraiment... Ils représentent une main-d'œuvre vraiment qualifiée qui est très très utile pour les entreprises. De l'autre côté, les parents, puisque je sais bien qu'il y a des différences entre la réputation de l'apprentissage parmi les parents. En Allemagne, les parents disent que si le jeune veut faire un apprentissage dans l'artisanat, par exemple, c'est très bon, c'est très réputé. Ça a une image excellente. Souvent, les gens font une formation dans l'apprentissage dans l'artisanat et après, ils font des études. L'un n'exclut pas l'autre. Et je crois que ça, c'est aussi une clé pour comprendre la situation en Allemagne, que la réputation parmi les parents d'une formation dans l'artisanat est très élevée. C'est une très bonne image. Ça n'est pas considéré comme étant une voie mineure comme ça peut l'être en France. Pas du tout. Moins maintenant, mais en tout cas, on le disait tout à l'heure, ça l'est encore. Ouais. Voilà. Et donc, cet apprentissage est considéré comme étant quelque chose de tout à fait valorisant pour les jeunes, quelle que soit la formation qu'ils ont. C'est-à-dire que dans le système scolaire, à un moment donné, le contact avec l'entreprise est beaucoup plus répandu qu'il ne l'est, par exemple, chez nous, selon vous. Voilà. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est une formation très, très pratique et qui répond, à mon avis, d'une façon idéale aux exigences des entreprises. Alors, peut-être votre collègue, le docteur Stéphane Vogt, qui est directeur de la formation de la Chambre des métiers de Hanovre, peut-être pouvez-vous nous apporter quelques précisions pour qu'on comprenne bien, et on verra ensuite quelles sont les différences avec notre situation française. Mais je crois que la question de l'apprentissage, sans entrer dans le détail technique, mais pour bien comprendre le système dans sa globalité, il y a une très forte présence de l'apprentissage dès l'orientation des jeunes, et d'autre part une très forte implication des entreprises, peut-être plus forte que ce que nous connaissons chez nous en France, dans votre système d'apprentissage allemand. Nous avons déjà écouté qu'il y a deux partenaires, c'est l'école professionnelle et ce sont les entreprises. Et les entreprises cherchent déjà plus tôt, c'est-à-dire pendant la période scolaire. Les jeunes gens, ils proposent des stages, etc., pour trouver des jeunes gens et pour les intégrer dans leur entreprise. Ça veut dire qu'ils s'engagent beaucoup parce qu'il y a, nous avons déjà écouté, il y a beaucoup plus de problèmes avec à cause du développement démographique et à cause des problèmes avec des connaissances générales, avec des compétences personnelles, de trouver assez de jeunes gens pour les entreprises. C'est un grand défi en Allemagne.
C'est pourquoi il faut travailler ensemble plutôt entre les écoles élémentaires et les entreprises. Et après, on fait un contrat entre l'entreprise et les jeunes gens, et les chambres de métiers examinant les entreprises, c'est-à-dire s'il est un entrepreneur accueille un apprenti pour la première fois. À partir de quel âge un apprenti peut-il être accueilli, avoir ce premier contact avec l'entreprise? Oui, le premier contact peut être avec 14 ans, oui, pendant la période scolaire, et on fait le contrat plus tard vers 17 ans, peut-être 20 ans. Ça diffère. Mais dès 14 ans, ça peut commencer. Alors chez nous, on le verra, mais il y a peut-être des réticences à démarrer si jeune. Et après, ce sont des conseillers de la Chambre des métiers qui sont dans les entreprises sur place, et ils constatent si l'entreprise est en mesure de former. Et on accompagne l'apprentissage, et on peut appeler les conseillers en cas de conflit, etc. Ou si on a des problèmes à cause de mauvais résultats, etc. C'est-à-dire, on accompagne les entreprises jusqu'au examen. Oui. Il y a à peu près combien? Alors en France, on dit qu'il y a 400 000 apprentis à peu près, dont un peu moins de 200 000 formés par les entreprises artisanales. Quel est le chiffre en Allemagne sur le nombre d'apprentis? Ce sont environ 1 million. 1,5 million à peu près d'apprentis au total? 1,6 million. 1,6 million, oui. Mais toutes branches confondues, pas seulement dans l'artisanat. L'industrie, etc. L'industrie également. Peut-être un mot de Jean-Patrick Farrugia. Quel vous paraissent être, Monsieur Farrugia, au travers de ce qu'on vient d'entendre sur ces témoignages, ce qui distingue particulièrement et qui peut expliquer le fait qu'en France, nous ne sommes pas au même niveau en ce qui concerne le développement de l'apprentissage, et peut-être pas la même approche finalement? Je dirais simplement quelques points. Le premier, c'est qu'en France, traditionnellement, même si nous avons une pratique ancienne de l'apprentissage, on privilégie les formations intellectuelles, les formations qui ne sont pas tournées vers la pratique et qui sont tournées vers l'abstraction. Ce qui fait que le regard qui est porté en général sur l'apprentissage est toujours un regard un peu de deuxième choix par rapport à une voie principale qui est une voie vers l'abstraction. La deuxième chose par rapport à ce qu'ont dit nos interlocuteurs, c'est que le système en entier de l'apprentissage en Allemagne négocie ses objectifs avec les entreprises. En France, le système non pas dépend, mais est négocié avec les conseils régionaux par rapport à des objectifs que l'on se donne dans les conseils régionaux, et moins par rapport aux objectifs chiffrés par rapport aux entreprises. Ça fait aussi une différence dans la façon de mettre en œuvre l'apprentissage. La troisième chose, je crois, c'est que compte tenu de cette approche différente qui valorise le savoir-faire pratique, on peut pratiquer en Allemagne un travail plus précoce avec les jeunes par rapport à l'apprentissage des métiers, par rapport à l'ouverture au choix, à la validation de leur choix. C'est-à-dire que si le premier choix n'est pas validé, il est encore temps de changer de métier, d'en faire un autre. Alors que chez nous, la moyenne des apprentis rentre plus tard dans l'apprentissage, ce qui rigidifie un peu les parcours. Et tout ceci explique, de mon point de vue, le fait qu'on a un développement différent, avec en plus le fait que l'apprentissage tel qu'il est conçu en Allemagne, c'est la voie pour la formation pour rentrer en entreprise, toute entreprise confondue. Oui, donc que ce soit d'ailleurs pour des métiers artisanaux, qu'on disait dans l'industrie, et aussi pour des formations plus intellectuelles, on peut aussi passer par l'apprentissage.
Alors, je voudrais savoir ce qu'en pensent nos deux parlementaires qui sont ici. Nous sommes donc avec Gilbert Barbier et Jean-Claude Carle. On vient de voir un peu à la fois la différence de culture, la différence d'approche, une place plus décisive des entreprises dans l'arbitrage en faveur des entreprises, alors en faveur de l'apprentissage, alors qu'en France on a le filtre des régions qui n'est pas négatif parce qu'elles organisent vraiment l'apprentissage, mais qui en même temps introduit une approche différente. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que d'après vous, il y a des choses à corriger dans le système français, Monsieur Barbier? Je crois déjà il faut regarder un petit peu l'histoire. Vous savez, il y a très longtemps, on a supprimé le certificat d'études. Et ensuite, dans les années 60, qu'est-ce qu'on a fait? On a instauré le collège unique. Collège unique, c'est-à-dire la scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans, qui a conduit dans ce collège des jeunes dont la vocation n'était pas forcément abstractive, comme ça a été dit, et qui posent des problèmes et qui se retrouvent à 16 ans, qui se sont trouvés, parce que les choses ont quand même changé, ont beaucoup évolué, dans une situation d'échec. Et c'est une grande difficulté de pouvoir ensuite récupérer beaucoup de jeunes à l'époque, dans les 30 dernières années, dans cette situation. L'autre problème qu'il ne faut pas se cacher et qui est un véritable problème dans notre pays, c'est le cloisonnement qui a toujours existé et qui tente à disparaître, mais très difficilement, entre le monde de l'enseignement et l'éducation nationale et le monde du travail. Je sais bien que les conseils régionaux maintenant dirigent ça, mais il y a toujours cette réticence que nous avons en France, que le monde de l'enseignement tient à capter et à garder ces jeunes pour lui-même. Et l'ouverture vers l'entreprise est toujours été très longtemps considérée comme quelque chose, un empiètement sur le domaine de l'éducation nationale. Et puis de l'autre côté, il faut reconnaître que les entreprises, et notamment les petites entreprises, n'ont pas toujours été très volontaires pour former des apprentis. On le sait très bien parce que la formation d'un apprenti, c'est pas une rentabilité immédiate, c'est du temps passé. Et c'est pour cela que nous sommes très contents que les mesures financières favorisant l'apprentissage ont été maintenues, parce que beaucoup d'entreprises, si elles n'ont pas ce petit coup de pouce des pouvoirs publics pour engager des apprentis, eh bien, probablement un certain nombre y renonceraient. Donc on a une évolution qui se fait depuis les 10 dernières années. Il y a une compréhension, il y a un mélange qui est de plus en plus, et il y a une image qui commence à être retrouvée de cette valeur des gens qui s'engagent par la voie de l'apprentissage. Et je dois aussi reconnaître que dans ce domaine, les chambres consulaires, notamment la Chambre des métiers, ont fait d'énormes progrès. Si on se remet 20 ou 30 ans en arrière, il y en a qui connaissent, où on était dans un monde un petit peu fermé, et aujourd'hui, il y a une ouverture dans les centres, et je pense que l'apprentissage, à l'exemple de nos amis allemands, est en train de reconquérir la place qu'il avait du temps des compagnons du Tour de France, qui a bien longtemps parcouru la France et qui était l'élite intellectuelle et manuelle à travers le pays. Oui, juste un mot avant que Jean-Claude Carle ne s'exprime, une réaction de M. Schwartz. Vous avez fait allusion à 2 points. L'échec scolaire, est-ce que vous avez moins de problèmes de jeunes qui sortent du système scolaire sans rien, sans qualification, que nous n'en avons en France, où on dit souvent que le taux de chômage des jeunes est l'un des plus importants d'Europe? Est-ce que grâce à l'apprentissage, vous avez une meilleure situation en Allemagne? Et d'autre part, l'autre élément mentionné par le sénateur Gilbert Barbier, c'est la coupure très grande entre le monde de l'éducation nationale et le monde de l'entreprise. Est-ce qu'elle est moins forte, vous semble-t-il, en Allemagne? De façon très franche, parce que peut-être nous aussi on a une image un peu idyllique de ce qui se passe en Allemagne, comme quoi ce serait le paradis. Et voilà, bon, pas forcément non plus, quoi. Franchement, c'est très intéressant de voir qu'on a quand même assez de problèmes en commun. En effet, je peux constater la même situation que en Allemagne. On a aussi
monde séparé du monde réel de la vie professionnelle, qui est le monde d'enseignement. Ça, c'est un des grands défis pour notre système d'éducation, parce qu'il faut commencer très très tôt, déjà dans les écoles, dans le système d'éducation nationale. Il faut commencer très très tôt de donner des expériences et une certaine compréhension pour les jeunes de ce qu'on appelle la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut commencer déjà à l'âge de 10 ans. Dans les classes, il faut établir un contact avec la vie des entreprises. On fait ça, on commence ça maintenant parce que notre système d'apprentissage commence à l'âge de 16 ans, de 17 ans. C'est déjà un peu tard. Il faut, par exemple, donner la possibilité aux jeunes gens de faire un stage à l'âge de 13 ans, de 14 ans dans les entreprises pour établir une première compréhension de ce que se passe dans la vie réelle des entreprises. Et ça commence à se faire parce qu'en France, par exemple, ça existe au niveau du collège, vous me confirmerez, mais les élèves de 3e ont une semaine un peu de découverte dans les entreprises. Mais on a aussi, et ça c'est le deuxième point, on a aussi, il faut le dire franchement, 25% des gens qui sortent des écoles ne sont pas capables de commencer avec un apprentissage ou de faire des études. 25%. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est aussi un grand problème pour l'économie nationale parce que c'est un grand problème pour la croissance puisqu'on ne trouve pas les gens pour commencer l'apprentissage. Donc, je crois, là, on a des problèmes comparables. Oui. Non, mais c'est intéressant ce que vous nous dites parce que l'apprentissage n'est pas, je vous le confirmerai, mais les élèves de 3e... Pourquoi c'est la voie de la réussite? Parce que je crois que c'est le système de formation qui apporte le mieux cette triple réponse simultanée que doit apporter un système de formation. La première, c'est une réponse sociale, au projet du jeune, on ne fait rien de bien sans passion. La deuxième, c'est une réponse aux besoins de l'économie. Et ça, notre système éducatif l'avait très largement oublié. On le voit bien, on fait rentrer des milliers d'élèves ou d'étudiants dans des filières qui ne débouchent sur rien. Et très souvent, la première porte que pousse un jeune, malheureusement, c'est celle de Pôle emploi. Et puis, troisième réponse, c'est celle à la diversité des territoires, car la mobilité, elle est souvent dans les discours, elle n'est pas toujours dans les faits. Alors, c'est vrai que ça n'a pas la même ampleur ou la même réussite en France et en Allemagne. Les chiffres sont là pour l'attester. En Allemagne, à peu près, c'est 2 jeunes sur 3 qui suivent le système dual. Chez nous, c'est 1 jeune sur 5 qui suit la voie de l'apprentissage. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Ça a déjà été dit, à mon sens, 3 raisons. Premièrement, un problème culturel, un problème de société. Ça a été très bien dit par monsieur. On est dans une société, la France, qui hiérarchise les formes d'intelligence. On met au sommet l'intelligence abstraite. J'ai souvent l'habitude de le dire. Cite-moi ton chiffre après le bac, je te dirai qui tu es. En oubliant les autres formes d'intelligence, l'intelligence de la main, l'intelligence du geste. Deuxième raison, c'est qu'on est dans une société, et c'est aussi une différence avec l'Allemagne, qui n'aime pas beaucoup l'entreprise ou l'entrepreneur ou l'entreprenant. Et en particulier notre système éducatif, l'entreprise c'est souvent considéré comme Zola. On dit très souvent, si t'es pas bon en maths, t'iras sur le chantier ou t'iras dans le garage en face. Et puis troisième, et puis l'entrepreneur, s'il réussit, on le suspecte de l'avoir fait pas toujours de la meilleure manière, et s'il échoue, il est bon à jeter aux orties. La troisième raison... Ça change un petit peu quand même, hein. Pardon, ça évolue. J'y viens, ça évolue. Et la troisième raison, c'est vrai, ça a été dit aussi, c'est que l'éducation nationale a toujours été réticente à l'entrée d'autres partenaires. Elle considérait que le savoir, la transmission du savoir, c'était sa responsabilité, voire son monopole. Alors, c'est vrai, c'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les lois de décentralisation qui ont donné des compétences aux régions, et on voit bien qu'en termes de formation professionnelle ou d'apprentissage, ça va dans le bon sens. Il y a eu la loi Fillon en 2005 qui a mis dans la loi quelque chose de très important,
c'est la reconnaissance de la communauté éducative. La communauté éducative, c'est bien sûr l'éducation nationale, ce sont les familles, on a peut-être un peu oublié, ce sont les collectivités territoriales et c'est le monde socio-professionnel. Et puis les lois Wauquiez, on en parlera sûrement tout à l'heure, qui ont vraiment concrétisé cette communauté éducative et qui ont fait passer, et c'est pour ça que ça va mieux maintenant, la formation de compétences séparées à des compétences véritablement partagées, et notamment la mise en place du plan régional de formation professionnelle des jeunes. Voilà, alors ça, ce sont des éléments concrets qui montrent des évolutions récentes. Juste sur ces lois, en quoi ça bouleverse un peu la philosophie, les dernières avancées législatives en matière de... Alors, celles notamment contenues dans la loi Wauquiez, sur laquelle le Sénat a beaucoup travaillé. D'abord, l'orientation. On a essayé de faire en sorte que l'orientation, ça ne soit plus une orientation par échec successif, mais une orientation plus choisie que subie, comme c'est le cas aujourd'hui. Et nous avons souhaité d'ailleurs fédérer tous les partenaires de l'information et de l'orientation, car une bonne formation, ça commence par une bonne orientation, et une bonne orientation, c'est d'abord une bonne information. Or, la bonne information, aujourd'hui, elle est réservée à ceux qui savent décrypter les parcours et ceux qui ont les moyens de pouvoir le décrypter. On a amélioré donc le système d'information. On a aussi pris des mesures pour favoriser l'apprentissage, notamment dans le secteur public. La France est extrêmement en retard. Nous avons seulement 6500 apprentis dans le secteur public. Et le plus mauvais élève, c'est l'État. Il n'y a pratiquement aucun contrat d'apprentissage dans les services de l'État. Les quelques contrats qui ont, c'est dans les collectivités territoriales et les communes en particulier. Donc nous avons supprimé l'agrément préfectoral pour faciliter, l'insertion par l'apprentissage des jeunes dans le secteur public. Nous avons pris un certain nombre d'autres mesures, notamment pour permettre aux apprentis de mieux préparer un examen. Nous avons décidé qu'ils aient un congé de 5 jours. Et puis nous avons levé un frein qui date de 15 ans. C'est qu'on veut bien favoriser l'apprentissage, mais on a des textes concernant la sécurité qui interdisaient aux jeunes mineurs, donc de moins de 18 ans, d'utiliser des machines dangereuses. Alors comment voulez-vous qu'un jeune puisse pratiquer un futur métier si on lui interdit de se servir des machines? Eh bien nous avons mis 15 ans pour arriver à lever le problème. Le décret, je crois que Laurent Wauquiez le dira tout à l'heure, doit tomber. Je crois que c'était là aussi une avancée nécessaire. Il y a eu un certain nombre d'autres mesures sur lesquelles je pourrais revenir. Oui, juste, allez-y, Monsieur Bechler. Si vous permettez, je voulais juste dire quelque chose. Monsieur Schmitt l'a peut-être pas bien dit, il l'a dit, mais je le dirai à ma façon. Pour bien connaître votre système, puisque vous savez d'où je viens, j'ai un pied en France et un pied chez vous. Hein. Ça s'entend un petit peu. Ça s'entend, mais c'est charmant. Pas, mais je suis fier. Ça voilà, non, mais c'est pas du tout. D'ailleurs, le président Criset le sait bien. Non, ce que je voulais dire, c'est une richesse culturelle. Voilà, il y a une différence fondamentale. Et c'est écrit là, donc je ne l'ai pas inventé, bien que ça fait 10-15 ans que je le dis. Il y a une différence fondamentale entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en France, on forme au diplôme, et en Allemagne, et c'est marqué là, hein, la formation, je lis exactement comme c'est écrit, hein, la formation professionnelle est préparée à une compétence nécessaire à l'exercice d'un métier. Et cette phrase, c'est la seule que je voudrais ce soir que tout le monde retient. Et c'est peut-être là la différence, parce qu'un diplôme, c'est quelque chose comme une carte de crédit que vous avez peut-être dans votre poche, mais ça ne justifie pas que vous avez des compétences pour faire un travail. Et rappelez-vous aussi à Renaud Dutreil, qui était notre ministre de l'Artisanat, plusieurs fois je lui ai dit, si vous voulez un bon gâteau, c'est pas l'emballage qui est important, mais c'est ce que vous mettez sur la table le soir. Ça fait rire tout le monde, mais c'était quand même la vérité. Et vous vous y connaissez en matière de pâtisserie. Merci. De pâtisserie, voilà. Docteur Vogt, juste peut-être un mot en prolongement de ce qu'a dit il y a un instant Monsieur Bechler sur la valorisation de la compétence, comment c'est organisé en Allemagne, comment est-ce qu'on reconnaît la formation de l'apprenti. Il y a un diplôme au bout du compte, mais qui sanctionne une véritable compétence qui est jugée par l'entreprise, par le maître d'apprentissage. Comment ça se passe? C'est-à-dire ce sont les chambres des métiers qui organisent l'examen. Il y a une commission
où les employeurs, les employés et les enseignants des écoles professionnelles sont représentés. Et on développe les devoirs ensemble, etc. Et on examine les apprentis. Mais c'est très important, je veux encore répondre. On termine l'apprentissage avec un examen. On travaille plus tard dans une entreprise, quelques ans, et on commence une formation continue. Et en Allemagne, en l'artisanat, c'est souvent la formation continue qui termine avec le brevet de maîtrise. Et ce brevet-là, c'est un billet pour entrer dans l'université. Ça veut dire que les jeunes gens se développent différents. L'un reste à l'école et font le bac. L'autre vont dans les entreprises, font l'apprentissage dans les entreprises. Et après, quelques ans après, avec le brevet de maîtrise, ils ont la même possibilité de faire ces études à l'université. Et nous avons c'est-à-dire le passerelle entre les deux systèmes. Je crois que c'est très important aussi pour l'acceptation de ce système-là en Allemagne. Alors c'est très important, hein, la précision que vous apportez, parce que ça veut dire que une fois qu'on a son diplôme d'apprenti, qu'on a commencé un métier, on a l'équivalence pour reprendre des études théoriques. Autrement dit, on n'oppose pas le savoir intellectuel et théorique à l'apprentissage d'un métier, puisque ça vous donne la même qualification de départ. Hein. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. On pourrait transposer ça en France, Monsieur Barbier ? Je vous vois un peu dubitatif, mais dans la salle, on nous dit que oui. Puis on va demander aux deux. Oui, tout est c'est possible. dire qu'au fond, on peut se former tout au long de la vie, avoir des périodes où c'est très pratique. Effectivement, c'est l'équivalence. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir le baccalauréat. On voulait amener 80% des classes d'âge au baccalauréat. On voit ce que ça donne, comme ça a été souligné. C'est-à-dire qu'on oriente ensuite vers l'université des jeunes qui ne sont pas forcément destinés, qui ne trouveront pas leur place et surtout qui n'auront pas de débouchés professionnels dans des filières dont on sait qu'elles n'aboutissent pas à des places sur le marché. Alors si effectivement on peut avoir une équivalence qui permettrait, parce qu'en fait c'est ça, pour les apprentis, c'est de savoir quel peut être par la suite le parcours professionnel et de savoir si, même si on a commencé dans cette voie-là, plus tard, on peut évoluer vers des formations et accéder à des postes de responsabilité, de création d'entreprise ou de place de cadre dans les grandes entreprises. Malheureusement, je crois que encore nos entreprises dans ce domaine-là, notamment les très grandes, jugent les dossiers sur des CV qui sont des diplômes dont on n'a pas jugé effectivement de la qualité. Donc, ça serait une voie intéressante, mais elle me paraît quand même difficile. C'est une révolution intellectuelle à faire, à la fois dans le monde de l'éducation et à la fois dans le monde de l'entreprise française. Monsieur Farrugia ? Oui, monsieur le sénateur, on est là justement pour regarder de l'avant, puisque nous sommes dans le lieu où s'élabore la loi. Pour avoir cette équivalence, en fait, il y a une mesure technique toute simple, alors dont je ne sais pas aujourd'hui si les conditions du dialogue social sont réunies, mais il faudrait avoir des commissions professionnelles consultatives, comme elles existent à l'Éducation nationale pour faire les diplômes, comme elles existent dans certains ministères déjà pour créer des diplômes de ministère, et que nous pourrions avoir également dans l'artisanat sur les titres du secteur des métiers qui deviendraient des diplômes. Aujourd'hui, lorsque vous avez un brevet de maîtrise, par exemple, il dépend du bon vouloir du président de l'université de vous accueillir ou pas dans son cursus. Brevet de maîtrise dans quel domaine ? Brevet de maîtrise, quel qu'il soit, boulangerie, peu importe le secteur. Mais il dépend du bon vouloir du président de l'université de vous accueillir à un niveau d'entrée qui corresponde à votre niveau de formation. C'est vrai que si ce titre portait la Marianne que donnent les CPC, à ce moment-là, les commissions professionnelles consultatives, qui sont les instances des ministères qui positionnent et étalonnent les diplômes par rapport les uns aux autres, nous aurions la possibilité d'avoir ces passerelles qui simplifieraient beaucoup dans les deux sens.
à la fois les gens qui rejoignent le secteur des métiers, comme les gens qui, ayant fait une première partie de parcours dans les secteurs des métiers, souhaitent ensuite diversifier leur formation. Monsieur Karl, ça vous paraît possible, ça, qu'on introduise cette forme de souplesse et ces passerelles sur lesquelles insistait notre ami allemand il y a un instant, avant d'entendre le témoignage des deux apprentis qui ne sont pas encore exprimés? Ça me paraît indispensable, mais ça passe aussi, j'allais dire, par une certaine clarification ou simplification, parce que on l'a dit, la formation professionnelle n'est pas très développée dans notre pays, mais on est sans doute le pays qui a le plus de titres ou de diplômes au monde, et qu'un certain nombre de diplômes correspondent, je pense en particulier aux licences professionnelles ou au master, plus à la marotte d'un enseignant-chercheur qu'aux besoins de l'économie. Donc oui, bien sûr, il faut des passerelles, mais je crois qu'il faudra clarifier. Et ça passe véritablement par des compétences partagées entre le monde professionnel et entre l'éducation nationale.